Le 8 octobre 2025 à 14h30, dans l'éclat luxueux du Salon doré de l'Élysée, Emmanuel Macron apposa calmement sa signature au bas d'un décret qui allait marquer un tournant funeste de son mandat. La plume Montblanc traça le nom de Sébastien Lecornu, reconduit à Matignon pour la seconde fois, un choix qui semblait pragmatique, mais qui allait sceller en silence l'effondrement de sa propre autorité présidentielle. Face à lui, Lecornu, tout juste quadragénaire, attendait debout droit comme une statue, les bras tranquillement repliés dans le dos et un visage fermé où aucune émotion ne filtrait. À cet instant précis, Macron croyait reprendre le contrôle. En réalité, il venait de le céder à l'homme le plus dangereux qu'il ait jamais nommé. 18 mois auparavant, il avait quitté Matignon dans un tumulte assourdissant balayé par la déflagration médiatique de scandales présidentiels qui avaient fissuré les fondations de la République. Ce jour-là, il partait discrédité, accablé, isolé. Aujourd'hui, il franchissait à nouveau le seuil du pouvoir, la tête haute, le regard calme, mais ce n'était plus du tout le même homme. Entre-temps, il avait traversé le feu, et ce feu l'avait non seulement forgé, mais avait consumé toute fidélité résiduelle qu'il pouvait encore nourrir envers Emmanuel Macron. À présent, il n'obéissait plus à personne. Sébastien, murmura Macron, en relevant lentement les yeux de l'acte fraîchement signé. J'aimerais croire que nous pourrions repartir sur des bases saines, entièrement nouvelles. Il est temps d'oublier le passé. Lecornu esquissa un sourire. Mais ce n'était pas ce rictus affable d'autrefois. Non, c'était un sourire glacial mathématique, presque cynique. Vous avez raison, monsieur le président. Le passé appartient au passé. Le président, englué dans ses propres angoisses, n'entendit pas le venin habilement dissimulé dans cette réplique polie. Trop accaparé par l'effondrement politique qu'il tentait de contenir des foules dans les rues, chaque jour une impopularité abyssale et un parlement entier qui ne réclamait qu'une chose, sa chute immédiate. Dans l'état de naufrage politique où il se trouvait, Macron n'avait plus qu'un seul espoir tangible, Lecornu. Seul ce vétéran aux allures de centriste rassurant pouvait encore parler à la fois à la droite conservatrice et au centre tempéré, un exploit en soi. Mais ce que le président ignorait cruellement, c'est que l'intéressé n'avait pas passé ses 18 mois de disgrâce à ruminer, mais à planifier. Chaque fissure du macronisme avait été disséquée avec la précision d'un chirurgien. Chaque faille institutionnelle soigneusement répertoriée, chaque contact utile cultivé avec une patience machiavélique. Et voilà qu'au bout de cette lente ascension souterraine, le destin offrait à Lecornu, sans même qu'il ait à lever le petit doigt, les clés dorées du pouvoir que Macron tentait désespérément de sauver. Monsieur le Président, dit calmement Lecornu en marchant vers la porte du bureau, « Je vais avoir besoin d'une liberté totale pour composer mon équipe gouvernementale. Sans restriction, à ma façon. » « Bien sûr, répondit Macron sans la moindre hésitation, presque soulagé de déléguer. Vous avez toute ma confiance et mon appui le plus loyal. Excellent. Un infime sourire passa sur son visage. On testera donc ensemble la valeur réelle de votre confiance. Dans les salons calfeutrés de l'Élysée, l'agitation était palpable. Les conseillers allaient et venaient, murmurant avec une nervosité croissante « Lecornu ». Vraiment ? La nouvelle avait frappé comme un éclair en ciel bleu. Refaire appel à lui, c'était un coup de poker et tout le monde le savait. Macron y compris. Mais dans un pays paralysé par des grèves à répétition où l'autorité présidentielle fondait comme neige au soleil, l'alternative n'existait tout simplement plus. Lecornu était devenu à lui seul l'ultime cartouche, l'unique figure encore capable d'imposer une forme d'ordre sans mettre le feu à la poudrière nationale. Monsieur le Président avait murmuré Alexis Kohler quelques heures plus tôt, l'air inquiet en fermant discrètement la porte du bureau derrière lui. « Êtes-vous bien certain que Lecornu soit le bon cheval à miser après tout ce qu'il vous a fait subir ?» Ces révélations fracassantes. Justement, Alexis avait rétorqué Macron avec un calme presque théâtral, comme s'il venait de résoudre une équation insoluble. « Il sait tout de moi, absolument tout. Il détient les dossiers les plus toxiques, les secrets les plus dangereux. Ce savoir le rend inoffensif, il ne peut plus les ressortir sans s'enterrer avec. C'est une dissuasion mutuelle, un équilibre aussi fragile qu'efficace. » Kohler s'était tu, mais au fond de lui, un malaise sourd grandissait.
Cela faisait plus de 15 ans qu'il observait Lecornu évoluer dans les cercles feutrés du pouvoir parisien. Et s'il y avait une chose dont il était sûr, c'est que ce genre d'homme n'oublie jamais. Encore moins quand la trahison a été publique et humiliante. Le soir même à peine, les caméras éloignées et les micros rangés Sébastien Lecornu posait solennellement ses affaires dans les salons feutrés de Matignon au 57 rue de Varennes. Tout semblait figé dans le temps, les fauteuils Louis XVI, parfaitement cirés, n'avaient pas bougé d'un centimètre. Les toiles de maître accrochées aux boiseries respiraient toujours le même prestige silencieux. Et le jardin à la française, visible depuis les larges fenêtres, offrait exactement la même carte postale que le jour de son départ. Mais si les murs n'avaient pas dû changer l'homme, lui n'avait plus rien à voir avec celui qui les avait quittés. Il était revenu, mais cette fois avec une armure. Sa première décision ne se fit pas attendre, il fit appeler Pierre Dubois, son ancien bras droit éjecté sans ménagement après le séisme politique de 2024. Depuis, Dubois survivait dans l'ombre rongée par l'injustice attendant son heure. Lorsque celui-ci pénétra dans le bureau qu'il connaissait par cœur, Lecornu l'accueillit avec une gravité presque religieuse. « Pierre, j'espère que tu as bien veillé sur ce que je t'avais confié. » Le regard de Dubois s'illumina comme celui d'un fidèle dépositaire du secret sacré. « Tout est intact, monsieur le Premier ministre. Les enregistrements confidentiels, les documents les plus explosifs, les preuves les plus compromettantes, tout est trié, conservé, sécurisé. Rien n'a bougé. Excellent. Cette fois, on ne les balance pas en plein jour, on les distille. Discrètement. Stratégiquement. Vous voulez dire... Pas comme la dernière fois, justement. La première fois, c'était de la rage brutale, irréfléchie. J'ai joué mes cartes trop vite, maintenant je vais les poser une à une calmement et transformer Macron, non pas en ennemi, mais en pantin. Le génie pervers du plan de Lecornu résidait justement dans sa simplicité glaciale. Plutôt que de reproduire l'erreur de 2024, une attaque frontale qui avait plongé la République dans le chaos, il choisissait cette fois une stratégie silencieuse, lente, mais implacable. Pas question d'éliminer Macron. Il fallait au contraire le garder debout, le maintenir en vitrine comme une figure d'apparat, tout en lui vidant progressivement les poches du pouvoir. Macron allait rester président certes, mais président de papier, et Lecornu tapi dans l'ombre de Matignon allait doucement tirer sur chaque ficelle jusqu'à en faire un pantin parfait. Le lendemain matin, à 8 heures tapantes, Lecornu entamait la composition de son gouvernement avec une précision chirurgicale. Contrairement aux pratiques bien rodées de l'Élysée, il ne prit même pas la peine de consulter Macron. Aucun coup de fil, aucun rendez-vous, aucun accord préalable. Il décida seul les noms, les postes, la hiérarchie. Tout était choisi selon ses propres codes, sans la moindre concession. Vers midi, Alexis Kohler, un peu crispé, osa briser le silence, monsieur le Premier ministre. Le président souhaiterait s'entretenir avec vous au sujet de la liste des ministres avant publication officielle. Lecornu, sans détourner un instant les yeux de ses dossiers, lâcha d'un ton sec. Transmettez-lui poliment que le casting est terminé, définitif et non négociable. Et s'il a des réserves, qu'il les formule noir sur blanc, avec des arguments structurés, comme tout citoyen, la claque fut immédiate. À l'Élysée, la réponse sèche de Lecornu explosa comme une grenade dégoupillée en plein salon diplomatique. Jamais dans les annales de la Ve République, un chef de gouvernement fraîchement installé n'avait osé piétiner aussi frontalement l'autorité présidentielle. Un affront institutionnel d'une rare audace. Aussitôt, Macron convoqua Lecornu dans son bureau l'après-midi même. L'atmosphère était électrique. Sébastien lança-t-il avec gravité « On ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas vous arroger seul le pouvoir de composer votre équipe ministérielle. Ce genre de passage en force, c'est une entorse flagrante à nos pratiques constitutionnelles. » Assis confortablement dans un fauteuil Louis XV, Lecornu imperturbable croisa les jambes avec lenteur et planta calmement ses yeux dans ceux du président. « Monsieur le Président, vous m'avez offert hier ce que vous appeliez vous-même une carte blanche. Il n'était pas question de conditions. Donc soit vous assumez vos promesses et vous me laissez agir, soit vous revenez sur votre parole. Dans ce cas, je démissionne sur le champ. Et je m'assurerai que chaque journaliste du pays sache précisément pourquoi vous m'avez rappelé à Matignon et ce qu'il y a derrière cette nomination en apparence anodine.
Le message était limpide. Il n'y avait ni détour, ni menace voilée, c'était du chantage brut et sans échappatoire. Macron blêmit les traits figés tandis que ses paumes devenaient moites. Que sous-entendez-vous exactement ? Le cornu ne laissa planer aucun doute. Je vais être on ne peut plus clair, monsieur le président. Votre choix n'a rien à voir avec mes prétendues compétences d'homme d'État. Vous m'avez ramené uniquement parce que vous imaginez un peu trop naïvement qu'un homme au courant de vos pires secrets ne prendrait pas le risque de trahir à nouveau. Mais là où vous vous méprenez gravement, c'est que ce savoir ne me retient pas. Il me libère. Il me donne une arme. Et c'est moi qui déciderai si, quand et comment je l'utiliserai. Un silence lourd, presque irréel, s'abattit sur la pièce. On aurait entendu une plume tomber. Seul le tic-tac régulier d'une vieille horloge empire posée sur la cheminée venait rompre le silence écrasant du bureau présidentiel. Et dans ce silence pesant, Emmanuel Macron prit brutalement conscience de ce qu'il venait de faire. Il venait de signer sa propre perte. Il avait cru pouvoir dompter un fauve en le remettant en cage. En vérité, il lui avait rouvert la porte et lui avait même tendu les clés. Le cornu n'était plus un collaborateur à recadrer, c'était un adversaire froid, méthodique et désormais armé jusqu'aux dents par les institutions elles-mêmes. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» finit par murmurer Macron, la gorge nouée, le teint livide. « C'est pourtant limpide, » répondit le cornu. « Je veux diriger ce pays. Vraiment. Pas faire semblant devant les caméras. Vous resterez en haut de l'affiche, les visites officielles, les discours grandiloquents, les poignées de main internationales. Tout ça, c'est pour vous. En revanche, les vraies décisions, celles qui font trembler les ministères, ce sera moi et moi seul qui les prendrai. C'est un coup d'État ce que vous me décrivez. Non, c'est une répartition moderne des rôles. Vous conservez les honneurs, les micros, les portraits officiels. Moi, je prends les leviers. Ce n'est pas un putsch, monsieur le président. C'est juste du pragmatisme. Macron n'avait plus aucune échappatoire. Pris au piège comme un animal acculé, il se retrouvait suspendu entre deux abîmes. S'il refusait l'offre, le cornu claquait la porte dans l'heure, en déclenchant une tempête médiatique, en révélant tout. Mais s'il cédait, il se condamnait lui-même à un rôle purement décoratif, une marionnette sous vitrine républicaine. Et si je vous dis non, articula-t-il, la voix hésitante. Le cornu imperturbable plongea la main dans sa veste et en sortit un téléphone sécurisé. D'un geste tranquille, il fit défiler l'écran, ouvrit un dossier audio puis le tendit à Macron. Voici l'enregistrement complet de votre appel confidentiel avec le président Xi Jinping en date du 15 septembre dernier. Oui, celui où vous promettez noir sur blanc de partager des éléments sensibles sur les stratégies de négociation françaises à venir. Alors dites-moi, est-ce que vous préférez qu'on diffuse ça ce soir au journal de 20h ou demain matin, en une de la presse écrite? Macron s'affaissa lourdement dans son fauteuil, comme si tout le poids du monde venait de lui tomber sur les épaules. Son visage vidé de toute couleur exprimait un mélange de panique, d'incompréhension et de désespoir. Comment avez-vous mis la main sur cet enregistrement? C'était une ligne ultra sécurisée. Le cornu esquissa un sourire calme, presque compatissant. 18 mois loin de la scène politique, monsieur le président, ça laisse beaucoup de temps libre. Et moi, je ne l'ai pas gaspillé. J'ai patiemment tissé ma toile. Aujourd'hui, j'ai des relais partout, au sein des services de renseignement, dans les couloirs de l'administration, à la tête des grands médias, jusque dans les conseils d'administration. Vous pensiez m'avoir brisé? Vous m'avez rendu plus dangereux? Alors, que voulez-vous exactement? Que vous signiez aujourd'hui même un décret présidentiel classé secret défense, m'octroyant un pouvoir renforcé sur l'ensemble des politiques intérieures et économiques du pays. La défense et les affaires étrangères peuvent rester à votre nom, symboliquement. Mais même dans ces domaines, pas un mot, pas un geste sans mon aval. Et si je refuse, catégoriquement. Dans ce cas, dès demain matin, les Français se réveilleront en apprenant que leur président a régulièrement transmis des informations sensibles à des puissances étrangères. Et là, on ne parlera plus de scandale. On parlera de haute trahison, avec à la clé un procès historique et une cellule à perpétuité. Face au piège refermé, Emmanuel Macron ne disposait plus de la moindre sortie de secours. Alors, ce soir-là, à huis clos, sans témoin ni trace publique,
Il apposa sa signature au bas d'un décret classé top secret, un décret qui sur le papier n'était rien, mais qui en pratique installait Lecornu comme véritable maître de la République. Ce document n'était pas la fin du combat. C'était au contraire le premier coup d'échelon d'une stratégie soigneusement huilée. Une fois le vrai pouvoir entre ses mains, Lecornu enclencha sans attendre un processus de reconfiguration totale de l'appareil d'État calibré au millimètre selon sa propre vision du pouvoir. Et il ne perdit pas une seconde. Première frappe, les conseillers personnels de Macron furent tous écartés sans la moindre sommation. Exit l'équipe du président, remplacée méthodiquement par les fidèles du Cornu, choisis un par un loyaux jusqu'à l'obsession. Résultat, l'Élysée, autrefois centre névralgique du pouvoir, ne fut plus qu'une coquille luxueuse et vide. Macron y siégeait encore, mais il n'était désormais plus qu'un locataire symbolique, privé de toute prise sur les commandes réelles du pays. Deuxième étape du plan, verrouiller le pouvoir exécutif. Lecornu fit basculer tout le centre de gravité décisionnel à Matignon. Plus une seule grande décision ne transitait par l'Élysée. Tous les ministres, sans la moindre exception, recevaient désormais leurs ordres directement de lui et uniquement de lui. Le président. Il n'était plus qu'un figurant constitutionnel soigneusement tenu à l'écart. Troisième manœuvre, contrôle absolu. Sans jamais en faire mention publiquement, Lecornu mit en place une surveillance électronique intégrale du chef de l'État. Tous des appels privés aux déplacements officiels passaient désormais sous l'œil discret mais impitoyable des services secrets qui lui obéissaient aveuglément. Chaque matin, au briefing confidentiel de Matignon, la routine s'installait. Des nouvelles de notre cher président lançaient Lecornu d'un ton faussement détaché, réservé à ses plus proches collaborateurs. Il semble s'accommoder peu à peu de sa nouvelle réalité, répondait Pierre Dubois avec un rictus mi-ironique, mi-jubilatoire. Dans les rues, sur les plateaux télé, dans les dîners du samedi soir, une question revenait sans cesse. Mais où est passé Macron ? Peu à peu, les Français assistaient incrédules à une disparition à peine voilée. Le président, autrefois omniprésent, s'effaçait lentement du paysage. Pas de prise de parole marquante, pas de décision forte. En face, Lecornu lui s'installait au centre du jeu, monopolisant annonces, réformes et arbitrages. Les journalistes prudents parlaient de cohabitation atypique. Mais derrière ce vocabulaire poli se cachait une réalité bien plus dérangeante. Le pouvoir avait changé de main, sans qu'aucune élection ne l'officialise. Et Lecornu ne se contentait pas de gérer les affaires courantes, non. Il refaçonnait littéralement la République. Chaque semaine apportait sa dose de rupture, une fiscalité bouleversée de fond en comble, une administration repensée de A à Z, des partenariats diplomatiques inattendus, parfois même choquants. Là où Macron avait peiné pendant 5 ans à faire bouger les lignes Lecornu en quelques mois, imposait des mutations systémiques sans heurts apparents. L'efficacité du bulldozer sous des gants de velours. Et c'est là que résidait le comble de l'ironie. Les réformes les plus audacieuses de Lecornu menées dans l'ombre et sans mandat clair connaissaient un succès populaire écrasant. Les sondages l'encensaient. Sa courbe de popularité explosait littéralement semaine après semaine. À l'inverse, Macron s'enfonçait dans l'oubli statistique, abandonné par l'opinion, relégué dans les bas-fonds de l'impopularité comme un roi déchu sans couronne. Lors d'un point presse à Matignon, un journaliste osa poser la question qui brûlait toutes les lèvres. « Monsieur le Premier ministre, on a de plus en plus l'impression que c'est vous et non le président qui tenez réellement les rênes du pays. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Lecornu, tout sourire, répondit avec la diplomatie d'un maître d'échecs. « Je travaille en parfaite synergie avec le président de la République. Nous formons un tandem solide, uni et parfaitement complémentaire. » Officiellement, la réponse était impeccable. Mais dans les coulisses du pouvoir parisien, personne n'était dupe. Tout le monde savait que Macron n'était plus qu'un accessoire républicain, un vestige institutionnel, une façade sans fond. En à peine 6 mois, Lecornu avait accompli ce que beaucoup pensaient strictement irréalisable, gouverner la France sans être président. Officiellement, le chef de l'État s'appelait toujours Emmanuel Macron. Mais dans les faits, c'était Lecornu qui tirait tous les leviers. Il avait opéré un glissement institutionnel subtil mais total, faisant passer la vieille République d'un régime présidentiel à un parlementarisme
déguisé avec lui-même en chef d'orchestre absolu. Un Premier ministre, oui, mais version monarque opérationnelle. Et Macron, pendant ce temps-là, ne faisait que regarder impuissant sa propre disparition politique se jouer sous ses yeux. Pris au piège de ses propres fautes, surveillé jusque dans ses soupirs par les fidèles de Lecornu espionnés jusque dans ses silences, il n'était plus qu'un masque républicain accroché au mur du pouvoir. Une vitrine démocratique, un nom, un titre, mais plus aucun contrôle. Comment ai-je pu être aussi aveugle, aussi crédule ? C'est la question que Macron se posait chaque jour, les yeux perdus dans les allées silencieuses des jardins de l'Élysée désertés, peu à peu par ses anciens fidèles. Il avait sincèrement cru pouvoir tenir Lecornu en laisse, l'utiliser comme un simple levier politique à manipuler selon ses besoins. En réalité, c'était lui qui était devenu le pantin et Lecornu le marionnettiste. 12 mois jour pour jour après ce retour tragiquement mal calculé, la bascule institutionnelle était totale et sans retour. La France vivait sous la houlette invisible mais bien réelle d'un Premier ministre omniscient et tout-puissant. Quant à Macron, il n'était plus qu'un président décoratif, réduit à l'apparence et au protocole. Et ce qui rendait cette situation encore plus vertigineuse, c'est que juridiquement, légalement, tout était parfaitement en règle. Sans prononcer un seul mot de trop, sans lever le ton, Lecornu avait signé le coup d'État le plus silencieux et le plus brillant de l'ère moderne. Pas un soldat, pas une émeute, pas même une de scandale. Seulement une stratégie chirurgicale guidée par une intelligence aiguisée, une patience redoutable et une parfaite lecture des failles mentales de son adversaire. Un renversement sans effusion, mais avec une précision diabolique. Sur le papier, Emmanuel Macron restait président de la République française, dans les textes, dans les manuels de droit constitutionnel, dans les discours officiels. Mais dans le monde réel, celui où se prennent les décisions et se concentre le pouvoir, il n'était plus qu'un fantôme institutionnel. Le chef d'État qui voulait dompter Lecornu s'était livré corps et âme à lui sans même le comprendre. La vengeance de Sébastien Lecornu avait tout d'un chef-d'œuvre total, chirurgical et irréversible. Et ce qui la rendait encore plus délicieusement cruelle, c'est que Macron avait lui-même de son plein gré signé le document qui consacrait son propre effacement. Il avait ouvert les portes du pouvoir à son adversaire, pensant en faire un pion docile. Mais au final, c'est le dompteur qui a fini museler le stratège piégé à son propre jeu. Et désormais, Lecornu régnait sans opposition sous le vernis impeccable de la légalité républicaine. Mais cette prise de pouvoir n'était qu'un chapitre. 3 mois après avoir écrasé toute influence présidentielle, Lecornu poussa encore plus loin sa mécanique infernale. Ne plus simplement tenir Macron en laisse ne suffisait plus. Désormais, son objectif était clair, éliminer tout adversaire potentiel et s'assurer que plus personne à gauche comme à droite ne puisse un jour menacer son autorité. La domination absolue devenait l'étape suivante. Le 15 janvier 2026, derrière les portes closes de Matignon, une réunion d'une discrétion absolue fut organisée par Lecornu. 3 figures majeures de l'opposition furent conviées personnellement, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez. Chacun avait reçu une lettre scellée accompagnée d'un message aussi énigmatique que provocateur. Il est temps de parler d'alliance. Lorsque tous furent assis dans le mythique salon bleu Lecornu, ouvrit les hostilités avec calme et assurance. « Mesdames, Messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, ce n'est pas par courtoisie. Nous avons un point commun très précis à des moments différents, sous des formes variées. Macron nous a tous trahis. » Un silence pesant s'installa. Lecornu lui affichait ce petit rictus de celui qui connaît déjà la suite de la partie. Marine Le Pen, visiblement méfiante, croisa les bras. « Et donc, où voulez-vous en venir exactement, monsieur le Premier ministre ?» Lecornu ne se fit pas prier. « Je viens vous proposer une entente, une coordination politique inédite. Imaginez un gouvernement de coalition sans interférence de ce président déconnecté du pays. Nous dirigerions ensemble selon nos idéaux respectifs. » Mélenchon, toujours piquant, lança d'un ton sec. « Intéressant, mais vous oubliez un détail. Macron est encore à l'Élysée, non. Alors comment comptez-vous faire ?» Lecornu esquissa un sourire presque sibylline, le genre de sourire qui en dit long sans révéler le moindre mot de trop. Sur le papier, Macron est encore là. En pratique,
Les cartes ont changé de main lentement mais sûrement. Il ouvrit un tiroir discret de son bureau et en sortit plusieurs chemises épaisses qu'il disposa méthodiquement devant ses 3 invités. Ici, vous avez de quoi faire tomber un chef d'État en moins de 48 heures, des preuves irréfutables de corruption des enregistrements confidentiels de ses échanges avec des chefs d'État étrangers et même des notes internes détaillant ses trahisons les plus inavouables. Les 3 leaders, d'abord sceptiques, se penchèrent sur les documents. Le silence était total, le choc évident. Ils venaient de prendre conscience de la colossale machine de contrôle que l'écornu avait construite en coulisses. C'est Vauquier qui brisa enfin le silence, la voix légèrement tendue. « Et qu'attendez-vous exactement de nous » Lecornu répondit sans détour. « Rien de bien compliqué, votre discrétion et votre loyauté. En retour, je vous ouvre les portes du pouvoir. Marine, vous gérerez l'immigration et la sécurité. Jean-Luc, à vous, les affaires sociales et l'économie. Laurent, vous prendrez les rênes des relations internationales et des affaires européennes. Un équilibre parfait pour une république nouvelle. Et vous, dans ce partage du gâteau, quelle est votre part ?» lança Marine Le Pen, les bras croisés, le regard méfiant. Lecornu répondit du tac au tac, sans détour ni fausse modestie. « Je supervise la symphonie et je veille personnellement à ce que Macron reste bien silencieux dans sa loge. » Ce conciliabule secret tenu à huis clos dans l'ombre feutrée de Matignon devint le point de bascule d'un nouveau chapitre de l'histoire politique française. Pour la toute première fois, sous la Ve République, les opposants traditionnels ne combattaient plus le pouvoir. Ils s'y ralliaient, non par conviction ou alignement idéologique, mais par pur calcul, par vengeance froide, par cynisme bien dosé. Très vite, les Français assistèrent à un phénomène politique aussi déroutant qu'inédit. Les envolées lyriques de l'opposition s'éteignirent progressivement, leurs pics acerbes se firent rares, presque timides. À l'Assemblée, les passes d'armes d'antan cédèrent la place à des échanges tièdes, presque feutrés. Dans les médias, on vendait ce silence inhabituel comme un signe d'apaisement démocratique. En réalité, c'était tout simplement le calme d'un marché scellé en coulisses. Dans l'ombre, Lecornu façonnait patiemment un nouveau modèle de gouvernance, un Frankenstein politique où les vieux partis, hier encore ennemis jurés, collaboraient sous sa férule implacable. Pendant ce temps, Macron, toujours assis dans son palais doré, ne servait plus que de plante verte institutionnelle. Mais là où l'histoire devenait franchement fascinante, c'est que cette construction improbable fonctionnait. Les réformes défilaient à la vitesse d'un décret bien huilé. Les blocages d'antan fondaient comme neige au soleil. Et l'opinion charmée par cette soudaine efficacité en redemandait presque. Mais comment diable parvient-il à faire tenir ensemble des personnalités aussi incompatibles que Le Pen et Mélenchon, s'étonnait un éditorialiste du Figaro, les yeux rivés sur ce miracle politique? La réponse tenait en 2 mots dossier explosif. Lecornu, en stratège obsessionnel, avait passé des mois à collecter des preuves compromettantes sur chacun de ses nouveaux alliés. Il savait tous les comptes offshore de Marine, les omissions fiscales de Jean-Luc, les petits arrangements douteux de Laurent avec les appels d'offres publiques. Ils étaient tous prisonniers de leurs propres secrets et lui détenait la clé. Printemps 2026. À première vue, la République française semblait inchangée, drapeau tricolore, flottant, discours solennel et constitution intacte. Mais en coulisses, tout avait basculé. Le pays s'était transformé lentement mais sûrement en une oligarchie déguisée orchestrée de main de maître par Lecornu. Une démocratie seulement sur le papier. En réalité, chaque rouage de l'État obéissait désormais au chef d'orchestre unique d'un système verrouillé par le chantage et la peur. Pendant ce temps, dans les couloirs feutrés de l'Élysée-Macron, s'éteignait à petit feu. Isolé, vidé de toute autorité constamment surveillée, il errait tel un fantôme dans ses propres appartements présidentiels. Ceux qui l'avaient connu flamboyant et sûr de lui ne reconnaissaient plus que les débris d'un homme autrefois redouté. « Emmanuel, tu devrais peut-être lâcher prise », lui soufflait Brigitte d'une voix douce un soir où le silence pesait plus que jamais. « Ça te ronge de l'intérieur, cette mascarade. »« Je ne peux pas, répondait-il les yeux éteints. Si je pars, il libère tout, et je serai détruit à jamais. Mais ta santé, ma santé mentale, c'est le tarif. »
Le prix de mes illusions passées. Et je suis en train de le payer jour après jour. Chaque mot échangé entre Emmanuel et Brigitte, chaque soupir de désespoir, chaque silence pesant, tout était discrètement capté, stocké et analysé par les oreilles invisibles de Matignon. Luc Cornu observait cette lente descente aux enfers avec le plaisir froid d'un stratège qui voit son plan s'accomplir à la perfection. Mais le maestro de l'ombre n'avait pas encore joué sa dernière note. Juin 2026, le moment était venu d'achever la symphonie. Il ne voulait pas une chute brutale, pas de scandale tonitruant. Non, ce qu'il préparait, c'était une sortie volontaire, une abdication en douceur. Macron allait disparaître du jeu politique non par la force, mais par son propre aveu. D'abord, quelques confidences accidentelles glissées dans les rédactions sur sa santé mentale chancelante. Ensuite, des indiscrétions bienveillantes évoquant son envie soudaine de retrouver une vie simple, loin des projecteurs. Enfin, le coup de grâce, une convocation solennelle à l'Élysée. Une dernière entrevue dans ce même bureau où tout avait commencé. « Monsieur le Président !» lança calmement Le Cornu en s'adossant dans le fauteuil de velours face au bureau présidentiel. « Je crois que l'heure est venue de faire preuve de grandeur. »« De quelle grandeur parlez-vous » répondit Macron, à peine audible, la voix voilée de fatigue. « Celle d'un homme qui sait se retirer avant l'humiliation. Il est temps de quitter la scène pour sauver ce qu'il vous reste de dignité et pour éviter au pays de sombrer avec vous. Et si je m'y oppose, alors j'ouvrirai les vannes, chaque jour une révélation, un déballage en règle, pas d'explosion soudaine, juste un supplice lent méticuleux, l'effondrement par 1000 fuites. Les yeux perdus dans la verdure des jardins qu'il allait bientôt devoir abandonner, Macron murmurait plus pour lui-même que pour son interlocuteur. « Tu as gagné, Sébastien. Tu as remporté la partie sans bavure. »« Je le sais, » confirma Le Cornu implacable. « Reste à savoir si vous préférez tirer votre révérence la tête haute ou être traîné dans la poussière. Et si je me retire, alors je garderai pour moi vos secrets. Vous pourrez partir en héros déchu, écrire vos mémoires, réinventer votre récit. Personne ne saura ce que vous m'avez cédé. Et vous, qu'allez-vous devenir? Ce que j'étais destiné à incarner le véritable maître de ce pays. Le 30 juin 2026, devant une nation médusée mais fatiguée, Emmanuel Macron annonça solennellement qu'il quittait ses fonctions, invoquant une santé déclinante et un noble désir de laisser place à une respiration démocratique. Dans une allocution sobre mais lourde de non-dits, il rendit hommage à l'homme loyal et compétent qui l'avait accompagné jusqu'au bout, Sébastien Le Cornu. Et dans un dernier souffle d'autorité symbolique, il appela les citoyens à placer leur confiance entre les mains de celui-là même qui l'avait réduit à l'état de figurant. En toute logique constitutionnelle, Le Cornu endossa aussitôt les habits de président par intérim, mais au lieu de convoquer de nouvelles élections dans la foulée, comme le veut la tradition républicaine, il proposa un aggiornamento institutionnel, une réforme en profondeur pour aligner les institutions sur la réalité du pouvoir. Soutenu en coulisses par l'ensemble des partis qu'il tenait par leur secret, il fit adopter par référendum une révision historique de la Constitution. Résultat, la Ve République glissa sans douleur vers un parlementarisme pur. Le président devenait une figure protocolaire élue par les députés pendant que le Premier ministre devinait qui concentrait enfin toute l'autorité exécutive. Septembre 2026, l'apothéose. Sébastien Le Cornu, jusqu'ici maître de l'ombre, devient cette fois officiellement le chef de l'exécutif. Plébiscité par une majorité parlementaire massive, il est élu Premier ministre de la Nouvelle République, avec la légitimité qu'il exerçait déjà en coulisses, mais la scène la plus chargée de sens se jouait discrètement à l'arrière de la salle. Parmi les invités officiels, Emmanuel Macron, costume sombre et regard figé, applaudissait sagement l'homme qui l'avait supplanté. Officiellement honoré, officieusement effacé, il masquait son abîme de honte derrière un sourire de circonstance. L'image était sublime d'ironie, l'ancien mentor saluait désormais la victoire éclatante de son élève, rebelle depuis longtemps. Debout à la tribune, dans un silence solennel, il prononce avec gravité cette phrase qu'on verra plus tard gravée sur les manuels d'histoire. La France entame un nouveau chapitre, celui de l'ordre de l'efficacité
et de l'unité retrouvée. Dans les travées de l'hémicycle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Vies applaudissent à tout rompre. Oui, les éternels adversaires idéologiques. Tous trois désormais ministres de poids dans l'équipe Le Cornu. Comme par enchantement, leurs contradictions politiques se sont évaporées au contact de ce pouvoir si bien huilé. L'ordre règne même entre ceux qui hier encore se vouaient une haine farouche. Pendant ce temps, dans une maison en bord de mer achetée, grâce à des conférences bien tarifées à l'étranger, un certain Emmanuel Macron regarde la cérémonie sur un écran plat assis dans le salon de sa résidence normande. « Tu crois qu'il va s'en sortir ?» souffle Brigitte à ses côtés. « Il n'a plus besoin de s'en sortir » murmure-t-il d'un ton sec. « Il a déjà tout raflé. Ce type a réussi là où nous avons tous échoué, rallié tous les courants, dompter toutes les ambitions, écraser toute opposition sans une goutte de sang. C'est un génie maléfique certes, mais un génie tout de même. 2 ans pile après avoir été reconduit en catimini par Macron, Sébastien Lecornu avait accompli ce que même ses adversaires les plus acharnés jugeaient inconcevable. Il gouvernait désormais l'Hexagone avec l'assentiment des partis, le soutien tacite des citoyens et l'aval des institutions qu'il avait lui-même méthodiquement redessinées. Ce qui n'était au départ qu'une vengeance froide contre un président qui l'avait écarté s'était métamorphosé en une refondation intégrale du paysage politique. En bon stratège, il n'avait pas seulement éliminé son ennemi, il avait redéfini les règles du jeu et s'était offert au passage une domination incontestée pour les décennies à venir. L'homme que l'Élysée avait jadis sacrifié sur l'autel des calculs politiques était revenu par la grande porte non pas pour réclamer justice, mais pour imposer son ordre. En 2026, il trônait seul au sommet. Et tout cela, ce retournement titanesque, n'avait commencé que par un paraphe, une signature banale au bas d'un décret que Macron avait naïvement cru maîtriser. L'histoire s'en souviendra, le président aura scellé sa propre perte en croyant amadouer une bête blessée. Et cette faute monumentale, Le Cornu l'avait transformée en pièce maîtresse d'un chef-d'œuvre politique, une revanche non, un triomphe éternel. En octobre 2027, un an après l'officialisation de la Nouvelle République, les ors du château de Versailles accueillirent une cérémonie grandiose. Sébastien Lecornu, désormais figure incontestée de l'État, monta à la tribune sous les dorures pour livrer un discours aux accents triomphaux. Devant une salle comble de représentants du monde entier, il déclara avec une assurance tranquille « Il y a 3 ans à peine, j'étais relégué aux oubliettes abandonnées, réduit au silence. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de diriger une nation réconciliée, transformée, admirée au-delà de ses frontières. Rien de tout cela n'est dû à la chance. Tout procède d'un cap clair, d'un sang-froid à toute épreuve, et d'une patience qui, je vous l'assure, frôle la sainteté. Dans les rangs, les diplomates griffonnaient fébrilement leurs carnets. Le modèle Lecornu captivait les chancelleries européennes. Comment cet homme jadis marginalisé avait-il pu soumettre toute la scène politique française sans provoquer ni révolte ni chaos? Et comment faisait-il pour faire tourner l'État à une telle cadence, là où tant d'autres s'étaient embourbés? Mais la scène la plus chargée de sens se jouait discrètement à l'arrière de la salle. Parmi les invités officiels, Emmanuel Macron, costume sombre et regard figé, applaudissait sagement l'homme qui l'avait supplanté. Officiellement honoré, officieusement effacé, il masquait son abîme de honte derrière un sourire de circonstance. L'image était sublime d'ironie, l'ancien mentor saluait désormais la victoire éclatante de son élève rebelle. Alors qu'il quittait les dorures étouffantes de la cérémonie, Emmanuel Macron aperçut Lecornu marchant paisiblement dans les allées fleuries de Versailles. Il s'approcha, tendit la main avec un sourire figé comme une statue de cire. « Bravo, Sébastien. Vous avez accompli ce que je n'ai jamais su faire, n'est-ce pas ?» Lecornu, impeccable dans son costume 3 pièces, lui répondit d'une voix douce et tranchante comme une lame fraîchement aiguisée. « Je vous remercie, monsieur le président en retraite. Mais souvenez-vous, sans vos faux pas, je n'aurais jamais appris à marcher droit. » Cette réplique aussi élégante que cruelle marquait la dernière note d'une symphonie de revanche parfaitement orchestrée. Lecornu, avec la politesse raffinée d'un assassin politique,
rendait hommage à celui qui l'avait écarté, car cette mise à l'écart fut l'étincelle de son ascension. Le disciple avait non seulement dépassé le maître, il l'avait réduit à un rôle de figurant dans son propre scénario. Et le maître des armées ne pouvait qu'admirer la précision chirurgicale avec laquelle son ancien élève avait réécrit l'histoire.